Un son brise d'abord le silence. Pas un oiseau, pas le vent, mais le gémissement bas et plaintif du bois lourd contre le fer rouillé. C'est un son qui semble voyager à travers le temps lui-même, un salut d'un monde maintenant perdu dans la mémoire. C'est l'accueil offert par le Belitz Heilstätten, un vaste complexe de sanatorium caché dans une forêt dense, juste au sud-ouest de Berlin, en Allemagne. L'endroit est bien réel, un monument tangible de briques et de pierres. Pourtant, il semble appartenir davantage au royaume des histoires chuchotées. Les gens sont attirés ici, poussés par une curiosité innée à témoigner du dialogue lent et silencieux entre l'ambition humaine et le passage inexorable du temps. Nous nous tenons devant une grande entrée, ces sculptures ornées maintenant adoucies par un siècle d'intempéries et de négligence. L'air porte une odeur particulière, terre humide, feuilles en décomposition, parfum léger et crayeux du plâtre qui s'effrite. Même par une journée ensoleillée, les ombres projetées par les pins imposants semblent s'accrocher possessivement à la façade du bâtiment, créant des poches de crépuscule perpétuel. Franchir le seuil, c'est accepter une invitation dans un autre genre de silence. C'est un endroit où le rythme effréné du monde moderne s'estompe, remplacé par le rythme délibéré et mesuré de la décomposition. Le voyage commence en français, avec un simple avertissement. N'entrez pas ici après minuit. L'impression initiale est celle d'une immense échelle. Ce ne sont pas de simples bâtiments, ce sont des titans endormis parmi les arbres. Leur taille même témoigne de la confiance d'une époque révolue, d'une croyance en de grandes institutions et en le pouvoir de l'architecture, de guérir le corps et l'âme. Aujourd'hui, cette confiance est fracturée, reflétée dans les milliers de carreaux de fenêtres brisées qui regardent comme des yeux vides. Chaque vitre brisée raconte une petite histoire d'une pierre jetée d'un hiver rigoureux ou simplement de la lente pression d'un bâtiment qui s'installe dans son repos final. C'est une vaste mosaïque d'abandon, un témoignage silencieux d'un but depuis longtemps achevé. Ce complexe n'a pas été construit pour des fantômes, mais pour des gens. C'était une ville de guérison, conçue avec un soin méticuleux pour offrir soleil, air frais, espoir. La disposition même. Long couloir balcon orienté au sud. Vaste jardin. Maintenant, les seuls patients sont les bâtiments eux-mêmes, succombant à un déclin lent et irréversible. Les visiteurs qui errent sur ces lieux deviennent des témoins temporaires, des explorateurs traçant une carte de vies oubliées et de futurs perdus, écoutant les faibles échos du passé qui résonnent encore dans ces murs désolés. À l'intérieur, le silence a une texture. Il est ponctué par le goutte-à-goutte régulier de l'eau quelque part au plus profond de la structure, un son qui agit comme un métronome pour la lente décomposition du bâtiment. Le vent, se frayant un chemin à travers le verre brisé, crée un faible vrombissement sifflant qui change de hauteur en traversant différents couloirs. Une rafale soudaine peut faire claquer une porte lâche dans une aile lointaine, un bruit sec qui fait sursauter le cœur. Les sols sont un tapis de débris, plâtre tombé, carreaux brisés, feuilles jaunies et cassantes qui se sont accumulées au fil d'innombrables automnes. Chaque pas produit un craquement distinct, une annonce de notre présence dans un endroit habitué à la solitude. La lumière se comporte ici d'une manière particulière. Elle n'inonde pas les espaces, mais s'y infiltre plutôt, arrivant en faisceaux dramatiques qui percent la pénombre. Ces colonnes de lumière du soleil illuminent des particules de poussière tourbillonnantes, transformant l'air en un milieu scintillant et éthéré. Elles se déplacent lentement sur les murs en décomposition tout au long de la journée, mettant en évidence différentes textures à leur passage. Un instant, une tache de peinture écaillée, dont les couches révèlent une histoire de choix de couleurs, est mise en évidence. L'instant d'après, le motif complexe de moisissures vertes et noires qui a fleuri sur un plafond humide devient une œuvre d'art abstrait. C'est une exposition vivante et mouvante, organisée par le soleil lui-même. Les murs eux-mêmes sont des toiles de négligence. Dans certaines pièces, la peinture d'origine, un pastel institutionnel apaisant, est encore visible. Mais dans la plupart des endroits, elle a cédé au temps. Des pans entiers pendent comme de la peau desséchée, révélant la brique brute et le plâtre en dessous. Des décennies de visiteurs illicites ont ajouté leurs propres couches sous forme de graffitis, de simples tags, des fresques élaborées et colorées. Ces marques modernes créent une juxtaposition étrange et parfois choquante avec l'élégante décomposition, une conversation entre le passé digne du bâtiment et son présent anarchique. Vous pouvez passer votre main sur la surface et sentir l'histoire, le froid lisse de la pierre d'origine.
la texture granuleuse du mortier qui s'effrite, le résidu poudreux de la peinture fanée, la structure même semble respirer. Il y a des craquements et des gémissements subtils, tandis que le bâtiment bouge, s'enfonçant toujours plus profondément dans la terre. Ce sont les sons d'un poids immense, retrouvant un nouvel équilibre. L'histoire de Belitz-Heilstätten ne commence pas avec des fantômes, mais avec de l'espoir. Construit à la fin du 19e et au début du 20e siècle, ce fut l'un des sanatoriums les plus grands et les plus modernes de son temps. C'était une installation pionnière conçue pour combattre l'épidémie de tuberculose qui sévissait dans l'Europe industrielle. Ici, dans l'air pur de la forêt de pins, des milliers de patients de la classe ouvrière de Berlin venaient en chercher une guérison. L'architecture était partie intégrante de la thérapie. Énormes fenêtres, des balcons ensoleillés et des bâtiments séparés pour les hommes et les femmes, tous reliés par un réseau de chemins et de tunnels souterrains. C'était un monde méticuleusement planifié, entièrement dédié à l'acte de respirer. Ce havre de guérison fut cependant inévitablement entraîné dans les tumultes du XXe siècle. Pendant la Première Guerre mondiale, le sanatorium fut converti en hôpital militaire pour l'armée impériale allemande. C'est ici qu'un jeune soldat, un caporal nommé Adolf Hitler, fut soigné pour une blessure à la jambe subie lors de la bataille de la Somme. Les couloirs autrefois remplis des toux discrètes des patients tuberculeux résonnaient désormais des cris des hommes blessés. Le but du bâtiment passa de la réparation des poumons à la réparation des corps brisés d'une nation en guerre, son atmosphère sereine étant à jamais altérée par le traumatisme du conflit. Après la Seconde Guerre mondiale, avec la division de l'Allemagne, le complexe de Belitz se retrouva dans la zone occupée par les soviétiques. Il devint rapidement le plus grand hôpital militaire soviétique en dehors de l'URSS. Pendant près de 50 ans, il servit d'installation médicale cruciale pour les officiers de l'armée rouge et leurs familles, y compris des hauts fonctionnaires comme Erich Honecker, le dirigeant déchu de l'Allemagne de l'Est, qui s'y réfugia en 1990. Pendant cette période, le site devint une ville soviétique autonome, un morceau de Russie transplanté dans la forêt allemande, enveloppé dans le secret caractéristique de l'ère de la guerre froide. Le dernier chapitre de sa vie officielle survint avec la chute du mur de Berlin et le retrait subséquent des troupes soviétiques d'Allemagne en 1994. Le sanatorium fut abandonné. Les décennies d'utilisation continue prirent fin brusquement, et le vaste complexe fut livré aux éléments. Sans entretien, les systèmes complexes qui le maintenaient en vie, le chauffage, la plomberie, l'électricité, tombèrent en panne. La décomposition commença presque immédiatement. Les bâtiments, qui avaient fidèlement servi à travers les épidémies et les guerres mondiales, furent finalement abandonnés aux forces silencieuses et persistantes de la nature et du temps, devenant la magnifique ruine que nous voyons aujourd'hui. C'est le son d'un monde construit à dessein qui est défait, pièce par pièce, souffle par souffle. Comme tout endroit si imprégné d'histoire et d'émotions humaines, Belitz est devenu un terrain fertile pour les légendes. Vous savez. Les faits documentés de son passé sont déjà assez dramatiques, mais l'imagination humaine a tissé de nouveaux fils dans son histoire, créant un folklore qui s'accroche au mur en décomposition aussi fortement que le lierre. L'un des récits les plus persistants est celui de la patiente chanteuse. Les habitants et les explorateurs nocturnes affirment parfois entendre les notes faibles et mélancoliques d'une chanson s'échappant de l'un des étages supérieurs de la clinique pulmonaire des femmes. Chant féminin lointain en fond. La mélodie serait d'un autre temps, une berceuse, une chanson folklorique chantée par une âme solitaire qui n'est jamais partie. Une autre histoire, née de l'histoire plus récente et violente du site, concerne une série de meurtres horribles qui se sont produits dans et autour des terrains du sanatorium après son abandon. Un tueur, surnommé la Bête de Belitz, a utilisé ce décor désolé comme terrain de chasse. Ce chapitre sombre et factuel a inévitablement alimenté la spéculation paranormale. Certains visiteurs rapportent ressentir un sentiment accablant d'effroi ou d'être observés dans certaines zones, en particulier près de l'ancienne aile chirurgicale. Ils parlent de zones froides soudaines et de la sensation troublante que les ombres au coin de leurs yeux bougent, attribuant cette malveillance à l'esprit persistant du tueur ou de ses victimes. Il existe également des légendes plus petites et plus spécifiques attachées à certaines pièces. Dans l'une des salles d'enfants, on dit que le faible son de rire, le roulement d'une bille, peut parfois être entendu au milieu de la nuit. Dans l'ancien bain public, avec ses grandes piscines carrelées maintenant remplies d'eau stagnante et de débris, des gens ont rapporté avoir vu des reflets éphémères dans l'eau qui ne correspondaient pas aux leurs. Ces histoires sont souvent transmises d'un groupe d'explorateurs urbains à l'autre, évoluant
et grandissant à chaque fois qu'elles sont racontées. Elles ajoutent une couche de frisson surnaturel à l'expérience de la visite, transformant les craquements, les gémissements naturels des vieux bâtiments en quelque chose de plus sinistre. Que ces légendes aient un fondement dans la réalité est, bien sûr, impossible à prouver et peut-être hors de propos. Elles servent un but différent. Ces contes sont la façon dont l'esprit humain traite l'atmosphère accablante d'un lieu comme Belitz. L'immense tristesse, le poids de tant de souffrances et d'espoir concentrés est difficile à comprendre sur un plan purement historique. Les histoires de fantômes et les légendes urbaines fournissent un cadre narratif, une façon de personnifier la profonde résonance émotionnelle du bâtiment. Elles transforment les sentiments ambiants de malaise en personnages et en événements, rendant le mystère intangible du lieu quelque chose qui peut être raconté, partagé et craint. Se promener à Belitz, c'est vivre un spectre complexe d'émotions humaines. La première et la plus primitive est souvent une peur douce et rampante. Ce n'est pas la peur d'une frayeur soudaine, mais un malaise plus profond et plus atmosphérique. L'ampleur même du vide est intimidante. Se tenir seul au milieu d'un couloir de 200 mètres de long, avec des portes menant à des dizaines de pièces sombres et silencieuses, on se sent incroyablement petit et vulnérable. Chaque son lointain, chaque scintillement de mouvement dans la vision périphérique déclenche un système d'alerte primitif. C'est la réponse instinctive à un lieu qui semble profondément erroné, un environnement créé par l'homme qui a été complètement vidé de sa présence humaine prévue. Pourtant, cette peur est presque toujours entrelacée avec une curiosité intense et puissante. À quoi servait cette pièce? Qui a dormi dans ce lit? Qu'ont-ils vu en regardant par cette fenêtre? Chaque objet en décomposition devient un artefact qui demande à ce que son histoire soit racontée. Un fauteuil roulant rouillé dans un coin, une seule chaussure d'enfant dans une salle poussiéreuse. Une page d'un journal russe daté de 1988, ces fragments enflamment l'imagination. Le désir de comprendre, de reconstituer le récit des vies vécues ici, est une force puissante qui pousse les visiteurs à s'enfoncer plus profondément dans le complexe, à ouvrir une porte de plus, à monter un escalier en ruine de plus. Au-delà de la peur et de la curiosité, un profond sentiment de tristesse et d'empathie s'installe souvent. Il est impossible de se tenir dans les vastes salles ensoleillées et de ne pas penser aux milliers de patients tuberculeux qui gisaient ici, pris entre l'espoir d'une guérison et la terreur d'une maladie lente et débilitante. Il est impossible de traverser le bloc opératoire et de ne pas imaginer les médecins et les infirmières travaillant sans relâche pour sauver des soldats déchiquetés par la guerre industrielle. Le bâtiment est un dépôt d'immenses souffrances, mais aussi d'immense compassion et de résilience. La force la plus puissante à l'œuvre à Belitz aujourd'hui n'est pas la mémoire humaine ou les esprits persistants, c'est la nature. Le processus de récupération est implacable, patient et d'une beauté à couper le souffle. La forêt qui était autrefois contenue par des murs et des pelouses bien entretenues prend maintenant d'assaut le château. Pris racines dans les gouttières, devenus des arbres imposants, branches traversant cadres de fenêtres racines, sondant profondément les fondations. Le lierre drape les façades adoucissant les arêtes vives de l'architecture, arrachant des pierres avec sa prise tenace. À l'intérieur des bâtiments, un nouvel et étrange écosystème prospère. Les sols ne sont pas recouverts de linoléum, mais d'épais coussins de mousse verte vibrante, prospérant dans les conditions humides et ombragées. Des fougères poussent des fissures dans les murs, leurs frondes délicates, se déployant dans la pénombre. Dans certaines pièces, où les toits se sont effondrés et ont laissé entrer le ciel, des arbres entiers poussent maintenant leurs canopées, s'élevant vers le soleil, au milieu de ce qui était autrefois une salle de patients. C'est une image saisissante et puissante. Une forêt poussant à l'intérieur d'une forêt de bâtiments, démontrant l'incroyable capacité de la vie à prendre pied dans les endroits les plus improbables. Cette récupération crée un paradoxe visuel étonnant. La géométrie rigide de la structure artificielle est lentement remplacée par les motifs chaotiques et organiques du monde naturel. Un couloir parfaitement droit a maintenant un sol qui ondule avec les racines d'un arbre voisin. Une arche symétrique est maintenant encadrée par l'étalement asymétrique de vignes grimpantes. Les couleurs de la peinture écaillée et du métal rouillé sont complétées par une centaine de nuances de vert, le blanc brillant des champignons et le rouge profond des feuilles d'automne. C'est cette tension même entre la structure en décomposition et la vie vibrante qui l'engloutit, qui donne à Belitz sa beauté unique et envoûtante. Ce processus est une démolition au ralenti, mais c'est aussi une forme de création,
Les ruines sont transformées en un nouveau type d'habitat. Des oiseaux nichent sous les combles du bloc opératoire, leur chant remplaçant le cliquetis des instruments chirurgicaux. Chant, chœur d'enfant. De petits mammifères trouvent refuge dans les sous-sols labyrinthiques et des insectes prospèrent dans les espaces humides et sombres. Le sanatorium n'est plus un lieu de guérison pour les humains, mais il est devenu un sanctuaire pour une communauté différente d'êtres vivants. Dans sa décomposition, il a trouvé un nouveau but, servant de puissant monument à l'idée que la vie, sous une forme ou une autre, persistera toujours et récupérera ce qui a été abandonné. Alors qu'une visite à Belitz-Heilstätten touche à sa fin, on reste avec un sentiment de profonde immobilité. Revenir des ombres des salles en décomposition à la lumière sans équivoque du jour présent, c'est comme remonter d'une plongée profonde. L'air semble différent, les bruits du monde extérieur plus nets. Le dernier acte de toute visite est de s'arrêter au bord de la forêt, de regarder une dernière fois les structures silencieuses et colossales. Elles se dressent comme des témoins silencieux, enfermant les histoires recueillies de plus d'un siècle dans leur étreinte en ruine. Elles ont absorbé les espoirs des malades, les traumatismes des blessés et les secrets de la guerre froide. Cet endroit pose une question fondamentale sur la préservation. Il existe des projets actifs pour sauver des parties du complexe, pour les transformer en appartements-galeries, sites historiques guidés, passerelles dans les arbres. Ces efforts visent à arrêter la décomposition, à sécuriser les bâtiments pour les générations futures et à leur donner un nouveau but moderne. C'est un objectif noble, une tentative d'honorer l'histoire en l'intégrant dans le monde vivant. Cela garantit que les histoires ne sont pas entièrement perdues dans la forêt envahissante et les lents ravages du temps. Cependant, il y a une autre perspective. Certains pourraient soutenir qu'en arrêtant la décomposition, nous risquons d'effacer l'histoire la plus puissante que le sanatorium a à raconter en ce moment. L'histoire de ce qui se passe après notre départ. La beauté poignante de Belitz réside dans son état actuel de transition, prise entre son passé humain et son futur naturel. Le restaurer parfaitement reviendrait à faire taire sa voix actuelle. Le laisser s'effondrer entièrement reviendrait à perdre le texte physique de son histoire. Ce dilemme est au cœur de notre relation avec toutes ces ruines. Nous sommes pris entre notre désir de nous souvenir et notre fascination pour le processus d'oubli. Et donc, nous quittons le sanatorium avec cette tension non résolue. Nous n'emportons pas des artefacts, mais des impressions. La sensation de l'air frais et humide, l'image d'un rayon de soleil traversant un couloir poussiéreux, le son du vent sifflant une mélodie solitaire à travers une fenêtre brisée. Le site a partagé une partie de son histoire, une méditation tranquille sur le temps, la vie et le pouvoir durable de la nature. L'expérience perdure longtemps après que les pas se soient estompés, laissant derrière elle une seule question résonante qui plane dans l'air comme la poussière dans une pièce ensoleillée. Si ces murs pouvaient se continuer à changer pendant 100 ans encore, quelles nouvelles histoires apprendraient-ils à raconter ?